Alors, je serai bref sur l'introduction. On va faire 4 morceaux. Peut-être vous, puisqu'il y a des gens qui ne sont jamais venus, nous n'avons pas de PowerPoint parce qu'on n'aime pas ça. On a des petits dossiers. Nous allons faire une introduction sur le rapport entre le cinéma et la peinture. Comme ça, si vous vous endormez, vous saurez où on en est. Un gros morceau avant la pause par Théo et moi, c'est sur le péplum. Il y a vraiment un lien entre les peintres et le cinéma. C'est incroyablement fructueux. Alors ça va dans un sens, c'est-à-dire le cinéma va emprunter des formes et des images à la peinture, au dessin, vous allez voir, c'est très très marrant. Et puis après la pause, je parlerai des expériences de travail de Dali au cinéma, parce que Dali, il a une théorie sur le monde qui est un fromage qu'il faut absolument que je vous montre. Et il va travailler avec Disney, il va travailler avec Hitchcock, surtout il va travailler avec Buñuel pour faire 2 films, et donc on va regarder de quelle façon il travaille, c'est-à-dire comment la peinture qui est une image fixe va s'animer, parce que c'est pas son travail de s'animer en fait, c'est une image. Hein. Voilà, ce qu'on a derrière nous, je l'ai choisi comme décor parce que c'est un film de Hitchcock, et alors, comme on parle de porosité entre des choses, moi j'aime bien qu'on explique tout, donc même si t'as pas la ref, on explique. Voilà, ça fait penser à un tableau de Hopper, et c'est directement inspiré d'un tableau de Hopper. Comme les choses vont et viennent, évidemment, il y aura des gens qui vont s'inspirer de l'un et de l'autre. Et puis la deuxième partie, donc après ce Dali Disney, nous parlerons de David Lynch, qui est un cinéaste qui se définit lui-même comme peintre et cinéaste en même temps. Vraiment les deux ensemble. Et pour commencer très facilement, le cinéma est créé en 1895. Vous savez sans doute qu'il y a des petits films qui sont projetés, même si ces études de la diffusion du cinéma sont en constante évolution. C'était pas juste des gens trouillards qui avaient peur de prendre un train dans la tête. Et si je vous donne dès le début une référence, c'est un livre que je cite très souvent de Nathalie Heinisch, qui est sociologue, et Roberta Shapiro. Et pour l'expliquer en 2 phrases, le mot qu'elles ont inventé qui s'appelle de l'artification, c'est comment quelque chose devient de l'art. C'est-à-dire le cinéma n'est pas de l'art, le cinéma est un divertissement forain, voire un divertissement pour les enfants, comme le jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, au début, c'est dans des fêtes foraines, on met des pièces et puis on joue. Et je ne vais pas vous traiter de vieux jeunes, mais, parce que je me mets avec vous, mais on peut penser que comme c'est un jeu et qu'on est juste en train de se détendre, ça ne peut pas être sérieux comme de l'art, alors qu'en fait, il se passe la même chose dans d'autres disciplines. Shapiro et Heinisch font des articles assez courts, c'est assez facile à lire, sur la façon dont le graffiti était considéré comme une pratique vandale et petit à petit n'est pas encore tout à fait entrée dans les musées, elle y entre progressivement. Comment le cinéma est entré de cette façon-là dans les musées. Donc elle décrit un processus que je pourrais vous raconter à la pause contre 1 euro. C'est qu'il y a 3 étapes qui ne sont pas des étapes préalables obligatoires, mais qui font que quand ces 3 étapes sont réunies, quelque chose devient de l'art. Elle s'intéresse à des domaines très différents comme le cirque. Vous voyez, le cirque, c'est aussi, on est là pour s'amuser, et moi j'enseigne à l'université, il y a une histoire du cirque maintenant. Avec tout un tas de questions compliquées sur c'est quoi les documents qui montrent le cirque, c'est un art vivant. Voilà, c'est-à-dire on a des photos, on a des affiches quand même pas terribles pour visualiser les avatars, et le cinéma va permettre des choses comme ça, des enregistrements, donc des choses qui sont en train d'arriver tout doucement. Et pour vous donner un exemple très mignon, marrant, j'avais 10 ans en 82, et je tournais sur la tête comme tous les enfants qui ont découvert le hip-hop, et j'ai donc acheté des magazines sur le hip-hop, et puis j'ai un ami qui était graffeur et qui organise une expo aux Beaux-Arts de Rennes dans l'année, et qui connaît ces documents-là, et il m'a demandé si le musée pouvait me contacter parce que c'est assurance pour mon petit cahier que j'avais acheté pour 5 balles quand j'avais 10 ans. Parce qu'il est introuvable, et que je l'ai conservé parce que ça m'intéressait. Cette bascule de quelque chose, vous voyez, c'est mon cahier à la con, je l'ai prêté à quelqu'un, il pourrait disparaître, et il va être dans un musée temporairement. On a un choc presque intellectuel entre 2 univers qui n'ont pas de rapport, ce qui m'intéresse tout autant que Théo, le passage d'une culture populaire, de quelque chose que vous croisez tous les jours, à quelque chose qu'on va considérer comme intelligent. C'est pour ça que tes petits jeux vidéo à la noix, arrête avec tes petits Mickey, on va avoir des images qui vont mettre du temps à être reconnues comme telles. Et si je prends un seul exemple qui va conclure ce que je vous raconte, c'est que
Si vous regardez les 4 versions, j'en ai pris que 3, des peintres des joueurs de cartes de Cézanne, vous avez donc 2 personnages avec une perspective complètement de travers, mais c'est ça qui est le charme de Cézanne, c'est-à-dire tout n'était pas réuni pour sa réussite, et justement c'est un des plus grands peintres de la fin du 19e, et il va révolutionner l'histoire de l'art. Quand on regarde 2 personnages face à face, on est en 1892, on en a 4, on en a 2, c'est pas tout à fait la même version, vous voyez. On voit dans le fond, il y a une espèce de silhouette dans le miroir du bar, qu'il n'y a pas là. Un des premiers films des Frères Lumière s'appelle La partie de cartes. On n'a pas de trace qui dit qu'ils ont copié. Et ça fait quand même, comme dirait l'autre, il y a comme un cousinage. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est en train de se passer, que décrit souvent Heinisch, c'est que c'est plus facile pour faire découvrir quelque chose de nouveau de s'appuyer sur ce que les gens connaissent avant. C'est aussi simple que ça. C'est que la photographie, quand elle va débuter, va beaucoup copier la peinture, va beaucoup copier le dessin. C'est comme ça qu'elle se fait accepter. Et le sujet de mémoire de Théo, c'est pour ça que je voulais qu'il vous le précise, c'est que les jeux vidéo copient continuellement le cinéma. Vous pouvez ne pas aimer ou ne pas connaître ou ne pas comprendre les jeux vidéo et dire « Ah ouais, mais là, c'est un peu impressionnant, tous ces gens, la musique, les types qui courent, etc. » Alors que le jeu vidéo, c'est aussi Pong avec 2 petits bâtons qui s'envoient... mais c'est plus difficile de faire reconnaître comme de l'art 2 petits bâtons qui vont... Et on a, dès le début, ça aussi c'est un signe de vitalité d'un art, une parodie du film des Frères Lumière par Méliès, qui s'appelle La partie de cartes, qui part en vrille assez souvent. C'est déjà tatoué. Ben oui. Alors. On sent qu'il est mieux structuré, le mec. Il y a des dossiers... Alors, si on va vraiment au début du cinéma, hop. Alors ça va forcément vous faire penser à quelque chose. Voilà. Donc, ce tableau de Monet, Train dans la neige ou la locomotive. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on prend donc du coup l'arrivée en gare du train de la Ciotat, dans la gare de la Ciotat, pardon, on est exactement sur. Donc là, on voit bien en termes d'influence de transmission directe sur la même composition de plan. Mais sauf qu'on est sur image allumée, comme disait Franck, on se prend vraiment le train dans la figure. On a cette idée du hors-champ, bien entendu, parce que le train traverse littéralement l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a aussi tout ce que va apporter le cinéma, c'est-à-dire l'animation, la contextualisation, des gens qui sortent, parce qu'on imagine bien qu'un train ne circule pas vide, et donc toute l'agitation qui se crée en gare quand un train arrive. Mais en termes de perspective, de plan, profondeur, on est exactement sur la même composition, en tout cas au départ, sur ce qu'amène la peinture comme image fixe. Alors après, en termes d'influence, on peut avancer un petit peu et parler aussi de citations. Alors là, peut-être pas directement pensé par le réalisateur, quoique, mais en tout cas de ce qui va être analysé, sérieusement en tout cas, suite à la diffusion des films. Donc là, on est sur les premiers films de Charlie Chaplin, Charlot Policeman, qui introduit ce personnage de vagabond qui va beaucoup camper par Chaplin par la suite, où là, du coup, ce personnage va trouver une mission de bienfaisance et du coup va se transformer en policier et va lutter contre la brute épaisse qui terrorise tout le quartier d'Easy Street, qui est juste ici. Et donc là, c'est André Bazin, du coup, qui parlait justement dans ce film, dans cette période de film noir et blanc, film muet, où tout passe par l'expression, par les costumes, certaines du coup influences directes avec les caricatures de Daumier. On peut retrouver, alors, il y en a beaucoup. On peut retrouver notamment ces visages un peu poires, ces sourcils vraiment très 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 marqués, ce qui est donc du coup à la base de certaines aussi scènes. Voilà, je vous en passe une. C'est très difficile de trouver des extraits vraiment marquants, mais hop, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Là, ça se aussi, donc là, le fameux personnage qui brutalise les policiers, vous allez voir juste après. Alors, bien entendu, si on rentre en référence aussi aux caricatures, aux lithographies de Daumier, c'est aussi, on sait, Chaplin, au-delà du comique de situation, un cinéma très social, politique aussi, à travers l'ensemble des sujets qu'il a pu balayer autour de sa filmographie.
On se croit en réunion. C'est ça. Venez dans l'association. Voilà. Ça ressemble un peu à ça. Non. Pas du tout, pas du tout. Donc là, j'avance un petit peu. On est en 1921. Le film Eldorado de Marcel L'Herbier. Alors là, qui est du coup dans une mouvance, une inspiration clairement impressionniste du coup. Et là, la référence va aller aussi dans le geste direct du peintre, qui peut être aussi sur une sorte d'accumulation, un petit peu de gestes, d'effets, qu'on amène aussi dans la peinture, qui va être le cas dans le cinéma de L'Herbier, du coup. Puisque, alors là, pour la petite anecdote, ce film, il a beaucoup dérouté au moment de sa sortie, puisqu'en fait, on est sur un cinéma qui va être un peu sur une accumulation d'effets. On va avoir de la surimpression, des flous, comme vous voyez ici, des effets très 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 stylisés. À un moment donné, il y a toute une série de plans qui va être filmée à travers un voile à dentelle, etc. À tel point que quand il y a eu une projection devant Gaumont, il a complètement halluciné. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'a foutu le chef-op? Il a complètement foiré, alors que du coup c'était non, un vrai geste artistique du coup de L'Herbier à l'époque, de vouloir un petit peu tester plein de nouvelles techniques du coup, et de nouveaux effets. Donc là, Eldorado, c'est un film assez sombre, hein. On est sur ce personnage principal qui, du coup, danseuse dans un cabaret qui s'appelle Eldorado, qui travaille du coup pour soigner son fils malade et qui lutte contre une certaine forme de solitude et de dépression. Donc c'est un film avec un propos narratif assez sombre et qui va être donc du coup stylisé avec un univers très fantasmagorique, on va dire, qui va être dépeint là du coup réellement visuellement par les effets stylistiques et artistiques de L'Herbier. En fait, tu me fais penser à un truc tout simple, c'est qu'on est à la naissance du parlant, puisque il a été sonorisé après, c'est en 28. Ouais, évidemment, il y a une passerelle entre les images, puisque le cinéma n'a pas de son direct. Donc les effets que Théo a montré juste avant de surmaquillage, bah, ils viennent du mime, mais ils viennent aussi de la peinture, puisqu'il va falloir exprimer, comme le théâtre et la commedia dell'arte, il faut exprimer des choses sans parole. Donc l'influence de la peinture et du cinéma, et de la peinture et du dessin dans le cinéma dès le début va être directe. Ce que Théo vient d'ajouter, c'est aussi les débuts du cinéma, puisqu'on est dans les années 20, ça va expérimenter beaucoup. Voilà, cette esthétisation, c'est une façon de trouver des pistes pour le cinéma, pour parler son langage à lui. Voilà, le flou, ça peut être en peinture, ça peut être en photo, ça peut être au cinéma. Les surimpressions, c'est quand même plus la partie de la photographie du cinéma. On va voir dans la conférence que se dessine le vocabulaire propre du cinéma. Le fait que le montage mette côte à côte des choses qui n'ont pas de rapport, le fait que le son ne dise pas la même chose que ce que l'image voit. Ça, c'est le cinéma qui va commencer à s'affirmer, et en s'affirmant avec son langage à lui, il va se détacher de l'influence directe. Et donc pour terminer sur ce film, comme vous pouvez le voir, une inspiration assez directe de ce tableau de Manet, notamment à travers le personnage principal de Sibire. Donc là, c'est sur le tableau du portrait de Berthe Morisot. À l'éventail. Donc même au niveau des couleurs, on voit, hein, oui. Avec l'extrait d'avant, c'est finalement assez parlant. Alors bien entendu, dans ce jeu de transmission, puisque c'est quand même la thématique de cette année, on ne peut pas du coup passer à côté du cinéma de Jean Renoir, du coup, et ses citations directes aux peintures de son père. Alors là, je commence avec du coup son premier son premier film, du coup, vraiment du coup, qualifié de cinéma impressionniste, donc qui est La fille de l'eau. Donc un film qui met en scène ce personnage, ça commence directement du coup sur une barque, donc cette femme qui s'occupe de besoins domestiques avec son père, son oncle. Son père va chuter accidentellement, se noyer, et en fait on va comprendre que cette femme se fait martyriser par son oncle. Elle va fuir dans une forêt, et bien sûr son oncle va se lancer à sa poursuite. Donc là pareil, donc du coup un film qu'on peut directement mettre en citation avec ce tableau donc de Pierre-Auguste Renoir, voilà, du coup en termes de contextualisation, on va dire, du film en lui-même.
Et donc là, pareil, dans la démarche artistique, on va être sur un film qui va tester plein de choses. Donc pareil, des effets de surimpression, un rythme assez effréné. Et c'est notamment visible, donc du coup, dans cet extrait que je vais vous montrer, qui est une scène de rêve. Donc du coup, là, ce personnage féminin s'est déjà enfui dans la forêt. Et donc, c'est une scène voilà, de rêve qui va suivre et qui met donc du coup en scène ce que je suis en train de vous raconter, qui était déjà le cas, notamment dans le cinéma d'Herbier. Ça a l'air joyeux. Ouais, alors les films de Renoir, c'est vrai que c'est... on est dans quelque chose de pas forcément très gai, mais d'assez... avec une intention assez stylisée, donc du coup c'est ça qui me semblait intéressant. Il y a une expo à Cinémathèque avec les deux. Ouais. Qui mettaient face à face l'un et l'autre. Puis alors du coup c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est-à-dire le noir et blanc du coup aussi dans le fait que là on est dans le cinéma, on est dans une action contextualisée, même si là on est encore sur un film muet, c'est que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est l'empreinte à l'impressionnisme du coup, mais le fait qu'on est sur du noir et blanc, donc ça apporte une lecture qui est un peu différente. Ouais. Du coup, je sais pas si tu as Si. un petit commentaire à faire là-dessus. Non. Non. Ok, oui, j'enchaîne. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée. Et bon, finalement, technique assez novatrice pour l'époque. Il faut quand même le souligner. Dans la suite, donc on a avancé un petit peu, on est en 46, l'adaptation de la nouvelle éponyme de Guy de Maupassant, une partie de campagne. Alors là, pareil, avec une scène directement citée, donc du coup, d'un tableau de son père, La Balançoire. Donc là, pareil, on est du coup sur un tableau qui, malgré cette scène, on voit cet homme de dos approcher une jeune femme qui déporte le regard. On peut imaginer par gêne. Voilà, donc on ne sait pas réellement si elle veut fuir ou si elle est tombée sous le charme. On ne sait pas trop. Ça, c'est l'interprétation est libre. Elle est d'accord, c'est sûr. Ouais. Voilà, bon, bah, du coup, j'en fais ça. faire. Et vous allez voir sur comment, du coup, là, sur le film, donc, qui en gros, pour vous faire le pitch rapide, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce film de 40 minutes à peu près, qui est donc une famille parisienne qui passe un dimanche en campagne, donc c'est un commerçant parisien qui vient avec son épouse, sa fille et son futur gendre. Il s'échappe et puis tout d'un coup, ce personnage central du film, cette jeune femme, va se retrouver toute seule et courtisée par deux canotiers. Et donc là, vous voyez que finalement, ce qui va être brodé par Jean Renoir autour de ce tableau de la balançoire peut avoir une interprétation tout autre, puisque là, on est sur quelque chose d'assez parlant finalement, d'un point de vue du contexte de la scène. Je sais pas si on entend bien. En même temps, le gendre, il est tarte. Ouais. La dame, elle est séduite par des beaux gosses dans le style de mon voisin. Il a oublié son maillot à rayures, mais le gendre, il est tarte, donc tout était prévu pour que... Voilà. Bon. Une des difficultés qui se présentent, puisque c'est très facile de voir qu'il y a porosité, c'est que ça a l'air d'être aussi une fausse bonne idée de dire le père Jean Renoir... Là on le voit, au niveau des visages, on c'est dirait parlant. toi quand même, le mec à droite, c'est sûr. Ouais, merci, je prends ça pour un compliment. Avec ce petit air malicieux là. On a eu beaucoup de problèmes avec toutes ces pensions alimentaires qu'on devait, que la situation a dû. Et ce que je veux dire par là, c'est que le père est peintre, le fils est cinéaste, et évidemment, la filiation peut se faire. On est en extérieur dans des endroits qu'on va appeler impressionnistes, la campagne. La campagne, ouais. Et donc, évidemment, la filiation peut se faire. Mais je dis aussi, pour le moment, à cet endroit de la conférence, c'est attention, ce sont des images en mouvement. Théo a dit que c'était en noir et blanc, il y a de la musique. Et donc, le cadrage... La façon de découper les choses sont peut-être pas si picturaux que ça. C'est aussi un rapprochement qui est intéressant à regarder. Parce que ça a l'air d'être juste, mais c'est pas... Théo l'a dit sur le regard, sur le jeu de la lumière. Même si chez le fils Renoir, par exemple, l'eau va être omniprésente dans tout son cinéma. Donc cette idée de fluidité, comme il y a chez son père,
elle va se retrouver partout, mais il y a des tas de films de Renoir où l'influence serait pas du tout directe. Ouais, tout à fait. Exactement. Et puis on est quand même aussi, du coup, sur l'adaptation d'une nouvelle de Guy de Maupassant, donc le côté naturaliste aussi, littéraire en tout cas, est assez présent aussi dans les éléments narratifs qui sont exposés dans le film. Donc c'est là où c'est aussi intéressant dans la balance. On peut aussi aborder, donc là on est en 56, film en couleur, Helena et les hommes. Donc là on est dans le Paris du début de la Belle Époque, entre guillemets, avec ce personnage d'Ingrid Bergman qui va rencontrer plusieurs hommes. Donc c'est des jeux de séduction, c'est un film très théâtral, pardon. Et elle est persuadée, cette femme, qu'elle va aider tous ces hommes à accomplir leur destinée. Donc là vous allez le voir, là on est plus finalement sur... alors je ne sais pas si parmi vous, des personnes ont vu le film, je n'ai pas retrouvé l'extrait direct, mais c'est assez parlant finalement dans la première demi-heure du film. Dans le bal du 14 juillet, où il y a un rythme extrêmement... c'est assez beau, je trouve. Vraiment visuellement assez beau. Donc il y a un jeu sur le rythme, il y a un jeu sur la foule, sur vraiment le mouvement. Et puis c'est un film assez théâtral, avec Ingrid Bergman qui va changer de robe et qui sont toutes plus affriolantes les unes que les autres, à chaque scène quasiment. Voilà. Et donc là, en termes d'influence, pareil, hein, on est sur quelque chose d'assez marqué. Alors là, ce qui me trouve intéressant, je n'ai pas trouvé de... Ouais, hop. Du coup, on peut être justement sur finalement la série de portraits de jeunes femmes du père Jean-Pierre Auguste Renoir. Ça me fait penser au fait que, pour avoir beaucoup travaillé sur adaptation de vie de peintres, il y a eu une période où on copiait les costumes et le décor comme dans un tableau. Ouais. Et puis vous l'avez peut-être constaté de vous-même, maintenant on fait en sorte qu'ils soient un peu abîmés et que ça n'ait pas l'air tout neuf sorti du décorateur. Et puis avec le temps, on se permet même des libertés pour que ça ne soit pas terme à terme, parce qu'en fait cette reconstitution elle est toujours très complexe. Je citais, ça paraît lointain, mais quand Spielberg fait son vaisseau extraordinaire pour l'Empire contre-attaque, il passe des jours à fabriquer un décor, il n'en filme qu'un tout petit morceau. Le décorateur s'arrache les cheveux et il lui dit « Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient l'impression qu'il y a autre chose autour. » On ne va pas montrer les procédés, on ne va pas copier une image précédente, on va petit à petit montrer un morceau qui fait penser au hors-champ, à tout ce qu'il y a autour. Et donc, on est de plus en plus, aujourd'hui, avec du recul face aux références. Je passe vite sur, bien sûr, Fritz Lang aussi, qui est un cas intéressant, un peu de la même manière que Lynch, quand on en parlera après, qui a une formation d'architecte, de peintre aussi, et donc du coup, c'est des influences qui vont traverser tout son cinéma. Alors là, dans l'extrait que je vais vous montrer, alors ce film, je ne vais pas m'amuser à prononcer le titre, je le prononcerai certainement très très mal, mais donc voilà, on suit le fils du roi du Pays-Bas qui va... C'est un film en 2 parties, c'est des films assez longs. Il va donc c'est une traversée, notamment une longue partie qui va se passer en forêt. Donc ce fils du roi du Pays-Bas qui va vouloir demander la main de la princesse de Bourgogne. Et donc là, vous allez voir, influence directe à ce tableau, le silence de la forêt. Hop, juste ici, à travers donc une scène que je vais vous montrer. Voilà, en accéléré, tac. Voilà, donc avec cette forêt qui est baignée à la fois de brume, de lumière, et qui va être donc du coup aussi finalement assez pictural dans sa forme. Voilà, donc c'est un film assez contemplatif, très long en 2 parties, mais on voit que il y a des inspirations assez directes. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, Franck, ou je passe. Ok. Bien entendu, si on parle de langue Fritz Lang, du coup, on peut bien entendu citer Metropolis. Alors là, du coup, qui a beaucoup d'inspiration, expressionniste, futuriste aussi. Alors là, ce qui m'intéressait, c'était au niveau de la vision de la ville, qui est un personnage à part entière, qui va rappeler certains dessins de Paul Citroën. Voilà, aussi sur l'architecture futuriste italienne. Voilà, d'Antonio Santeglia. Et donc vous allez savoir, ça va être d'autant plus parlant, donc du coup, dans cet extrait-là. Alors c'est un film, pour moi c'est un blockbuster de 1927, hein. Ça n'a pas pris une ride.
Vous vous souvenez, puis du film, ville haute où vivent les dirigeants dans la l'oisiveté, dans le luxe, voilà, dans les fêtes, etc., avec des jardins, plein de choses. Et cette ville basse, du coup, qui est gérée par les ouvriers, donc qui font fonctionner la ville avec tout ce tas de machines. Donc c'est assez intéressant de voir, du coup, la forme de cette ville avec ces bâtiments assez monumentaux, ce jeu sur la hauteur, etc. Ces jeux de lumière aussi, donc du coup qui malgré voilà, le fait que ce soit un film en noir et blanc, un film muet, est hyper moderne et qui du coup aussi assez plastique dans sa démarche. Peut-être un petit mot à dire là-dessus, toi. Je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra possibles, vous voyez, sur les bords de l'image, il y a des choses sombres, ce qui fait que l'œil est attiré vers le fond. On va dire que c'est encore une technique de théâtre. C'est-à-dire dans le théâtre, tu as des arbres au premier plan, tu fais un arbre en carton, puis les arbres du fond, c'est des petits bouts d'arbres qui s'éloignent en fait. Et la construction de l'espace un peu théâtral avec la clarté, et puis juste avant, sur l'ensemble de ces extraits, je vous rappelle que c'est fait en stop motion, c'est-à-dire c'est image par image, ils prennent, ils déplacent une voiture à la main, ils remettent, voilà, tout ça ressemble à du cinéma, mais vient quand même de l'image fixe. Exactement, oui, c'est ça. Ce qui fait que c'est une démarche extrêmement moderne et qui fait que ce film est encore très actuel dans dans l'aspect visuel, malgré le fait qu'on soit sur un film en noir et blanc. C'est très immersif comme film et vraiment la ville joue un rôle à part entière. Enfin, il y a plein de lectures possibles de Metropolis, mais bon, là on va rester focalisé sur ce qui nous intéresse. Donc je terminerai par le film Psychose. On est en 1960. Hitchcock s'est jamais caché de son admiration pour la peinture de Hooper. Donc du coup ça va... Ouais, donc voilà. Cette fameuse maison inspirée directement de ce tableau. Alors ce qui est assez intéressant là je trouve si je dis pas de bêtises, Hooper était un petit peu surnommé un peu le peintre à suspense du coup, oui. dans sa manière de concevoir ses peintures, notamment avec cette maison entre guillemets qui est assez mystérieuse aussi, le vide qu'il y a autour, qui du coup on se dit bon ben qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'il y a autour, on peut s'imaginer plein de choses. Bon là je parle de mon expérience personnelle et donc du coup c'est assez intéressant de le rapprocher finalement de toutes les intrigues puisque Hitchcock était aussi lui-même surnommé un peu le cinéaste à suspense, ce qui est du coup voilà notamment le cas dans le film Psychose. Donc voilà, c'est un extrait du film. Et cette maison, du coup, qui va être un personnage à part entière aussi. Et donc là, comment le cinéma amène, par des jeux de lumière, par du son, par des éléments narratifs, du coup, encore plus d'étrangeté et de méfiance à travers cette maison, qui va être un des personnages centraux du film, en tant qu'objet. On peut monter un peu, peut-être. By candlelight, I suppose, in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds. Mother, please. And then what? After supper, music, whispers? Mother, she's just a stranger. She's hungry and it's raining out. Mother, she's just a stranger. As if men don't desire strangers. As if... Oh, I refuse to speak of disgusting things because they disgust me. You understand? Parce que bon, j'ai pas trouvé la version sous-titrée, mais même si on comprend pas ce qu'il dit, on est bien d'accord que ça fait quand même ultra flippé. Maison, donc du coup là on ne distingue que les formes, puisque plongé dans la nuit, juste ce petit éclairage à travers la fenêtre, cette voix qui vient résonner, de la mer, voilà. Je ne vous spoil pas pour celles et ceux qui ne se souviennent plus du film ou qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, c'est vraiment là du coup un tableau qui est complètement... transcendé dans la mise en scène de ce film-là et qui, encore une fois, est un personnage à part entière. J'aime bien cette idée de se dire que dans les films, il n'y a pas que des personnages incarnés, il y a aussi, comme dans Metropolis, finalement, le décor qui sert vraiment l'intrigue à 100%. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le cinéma de Hooper, qui amène une vision assez déformée sur les objets qu'il dépeint. Voilà. Hitchcock et Hooper aussi dans... D'ailleurs, si on en dit un mot, si je fais le peintre de service, il n'y a pas de porte. Et donc ça ajoute au mystère, on ne sait pas par où on entre. Et puis il y a un rail au premier plan. Et donc c'est assez curieux qu'il y ait une voie ferrée aussi proche d'une maison.
Et qu'est-ce qu'a fait Hopper? Il s'est mis très très bas en fait. Il s'est mis très très bas. Et donc, comme on commençait à parler de mise en scène d'image, vous voyez, on est en plongée. C'est-à-dire, on est très bas. Le bâtiment nous domine. Et donc, c'est comme ça qu'il prend de la force visuelle parce qu'il a l'air de nous écraser. C'est déjà ce que faisait Hopper et c'est ce qui ajoute au petit malaise. Et le talent de Hopper, c'est justement de mélanger des choses qui ont l'air un peu mignonnes. Parce que c'est peint de façon... c'est pas des grands formats. Hein. On est en 1925, je vais en montrer d'autres, justement, ça fait une petite transition. On a des peintures. Le cinéma de Hopper est continuellement influencé par le cinéma. Et c'est un des premiers qui peint le cinéma lui-même, c'est-à-dire une séance de cinéma sur la gauche, avec un écran et puis cette architecture, 2 ou 3 personnages, et presque coupé, hein, parce qu'on pourrait couper le tableau ici, ça fonctionnerait aussi. La solitude de l'ouvreuse. On a la toute première, alors c'est pour faire le coquet, la toute première image qui montre un spectacle de cinéma, il s'appelle Walter Sickert. Et vous voyez, les gens sont en train de s'accrocher pour regarder l'écran. Ils sont sur l'écran est gris ici, on voit un bonhomme avec un chapeau. On pense que ça doit être un western. On est en 1906. Le cinéma a été inventé en 1895. Il va se diffuser vraiment très vite. Comme je vous le disais, plutôt spectacle forain, plutôt spectacle populaire. On voit des images de chapiteaux qui vont de ville en ville pour installer pour les enfants du cinéma. Donc c'est de la rigolade pendant très longtemps. Mais Sickert va être c'est le premier tableau qui montre des gens qui vont au cinéma. On est en 1906. Et chez Hopper, un jeu avec les cadrages qui font que là on est sur de la gravure de la pointe sèche. C'est tellement cinématographique qu'on a l'impression que c'est lui qui a inventé ce plan du film de Howard Hawks, Scarface, puisque en plus d'être vu du dessus, dès que c'est dessus, c'est l'inverse c'est la contre-plongée. Enfin, pardon, c'est la plongée. Vous voyez, l'ombre du personnage fait aussi craindre pour lui parce qu'il est tout seul. Et puis surtout, ce qui nous arrive tout droit de la peinture, mais qui va se retrouver au cinéma, pas que visuellement, c'est le hors-champ, c'est-à-dire ce gros truc bizarre là. Pour le dire vite, ça va lui tomber sur la gueule. C'est menaçant. Ça fait storyboard, ça. Oui. Et dans le génie de... Ça, c'est 1932 de Scarface. Quand on est obligé de vous dire que Al Capone est tué à la fin, quand il tombe, son ombre est celle d'une croix. Ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est pas que Aragon. Et donc l'ombre du dessus va ajouter à la narration de l'ensemble. Donc on est dans la porosité entre les deux domaines, mais dans l'autre sens maintenant, puisque Hopper va au cinéma. Et que pendant longtemps, on a pris sur le côté ses influences, mais vous avez peut-être vu depuis quelques années, Bonnard, Degas font de la photo, et au lieu que ce soit juste un hobby, on commence à regarder de quelle façon ça a influencé leur travail, de quelle façon ça l'a nourri. Et par exemple, c'est très curieux qu'un artiste comme Picasso, qui fait tout le XXe siècle, va au cinéma. Est-ce qu'on le retrouve dans son travail? Voilà, il y a eu peu de temps une expo à la Cinémathèque sur Fellini et les clowns, et évidemment, on voit bien un passage de l'un à l'autre. On le verra juste après la pause. Effectivement, chez David Lynch, il y a un emprunt très direct. À gauche, son film Twin Peaks, et à droite, un tableau de Hopper. Et puis, on a là le sommet d'un tableau cinématographique, puisque le cinéma s'est même amusé à le copier ou à le parodier. Et ce qui fait qu'il y a cinéma, il y a les États-Unis, qui est un univers qui fait qu'il y a une bascule à la naissance du cinéma, et puis après les deux guerres, sur l'influence visuelle de la culture américaine. Ça va devenir, pour tout le monde, à part les gamins d'aujourd'hui qu'on a en cours en prépa ou en fac, qui aiment la Corée, par exemple, qui aiment le Japon. Je veux dire, tout le monde a aimé les États-Unis, que ce soit des cow-boys, que ce soit cet univers visuel qui fait que ça se voit pas à ma coiffure, mais que mon unique idole est Dick Rivers. C'est un monde qui fait qu'ils peuvent ne même pas être allés aux États-Unis. Ils peuvent ne même pas l'avoir vu, ils l'ont vu dans les films, en fait, très très fortement.
Et donc ça va avoir une influence sur les peintres et sur les artistes d'une façon très importante, très puissante. Ce que je trouve intéressant comme piste à venir, parce qu'on va glisser sur Péplum, c'est aussi cette idée d'hors-champ. C'est-à-dire que la caméra bouge, le cinéma est un art de mouvement, donc il y a des gens qui entrent dans le champ et qui sortent du cadre, on va dire, ils étaient dehors. Et la peinture ne peut pas faire ça. C'est un art de l'espace, c'est pas un art du temps. Le cinéma, comme l'opéra, est un art qui conjugue le temps et l'espace, ils ont cette vertu-là. Et en plus, le cinéma va ajouter le gros plan, c'est-à-dire on peut attirer l'attention sur le texte et ce qu'a souligné Théo à côté, d'un seul coup, ça changerait le sens de ce qu'il va raconter. Donc le montage dans le temps, l'association d'images l'une à côté de l'autre, ce que des théoriciens du cinéma vont analyser, c'est-à-dire comment une image à côté d'une autre va changer tout. La peinture cherche à l'obtenir, comme là. Oui, ça a l'air tout bête, mais les vitrines sont vides, il y a un tout petit voile qui s'ouvre là, et l'ombre qui est ici, c'est la seule. Et là, on a un tout petit coin. Ça a l'air de rien, parce que c'est pas le truc le plus intéressant. On a plutôt l'impression qu'il y a Maurice qui est en train de draguer Germaine et qu'il y a Jean-Raoul qui est en train de leur demander une dernière avant de partir. On n'est pas sûr. Un monsieur de dos, donc tout leur champ mental que vous pouvez inventer comme en littérature, mais là, on a des éléments qui ont l'air de dire qu'il y a des objets autour de cette peinture qui continuent ailleurs. Vous voyez, il y a toujours un rythme régulier, et puis hop, une petite anomalie ou une petite anomalie. Je pouvais pas résister, parce que ce film Riamer de Giuseppe De Santis, où on voit de la cueillette du riz inoubliable avec des filles en shorty comme ça donne tout à fait envie de cueillir du riz immédiatement. Ce film a étonnamment inspiré ce peintre qui s'appelle De Koning, et qui dit qu'en voyant cet ensemble de riz posés les uns sur les autres, ce rythme lui-même lui a donné l'inspiration. Alors ça a l'air un peu posé sur sortir d'un chapeau, mais je veux dire, les artistes peintres vont au cinéma, et de plus en plus. Alors la transition qui est spectaculaire, je sors ma jupette, c'est le fait, la transition la plus forte dans ces années 1895, Théo va le développer beaucoup, c'est le péplum. C'est-à-dire un art, c'est pour ça que Aziza, il n'y a que 2 livres que je connais sur le sujet, il date de 2009. Le péplum, c'est les Romains en carton-pâte tels qu'on croit qu'ils sont. Voilà, on peut y avoir tout le monde, hein, on peut avoir des scorpions, on peut avoir des gorilles, on peut avoir des Jésus, des tas de gens qui n'ont pas tout à fait de rapport avec le sujet, qui fait que, voilà, le sous-titre du livre de Fourcade, il n'est pas vieux non plus, hein, c'est 2012, Grandeur et décadence d'une antiquité populaire. Et c'est ça qui m'intéresse en choisissant ce sujet, en proposant à Théo de le traiter, c'est que c'est pas en regardant des films de péplum qu'on va se documenter sur l'époque antique. Et en même temps, il n'y a pas mieux pour commencer à s'intéresser à l'histoire que regarder des beaux hommes en slip. Et puis des filles qui ont l'air fragiles et qui prennent des bains de lait. Voilà, toute cette antiquité en carton-pâte est prise à la dérision. C'est pour ça qu'il y a 2 films, en fait, 2 livres seulement. C'est du mauvais cinéma, c'est des séries B. Et donc il y a assez peu de raisons qu'ils deviennent de l'art. Autant Fritz Lang, autant toute la construction avec des moyens importants se comprend, autant là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est intéressant à analyser, c'est qu'il y a quand même porosité de l'un à l'autre. Merci. Hop là. Alors, je retrouve mon petit dossier. Hop, j'ai un peu trop cliqué, excusez-moi. Tac. Alors, sur le genre péplum, en fait, on peut résumer finalement cette influence directe à travers les peintures de Gérôme. Voilà. Je pense que c'est ça qui va être un peu le fil conducteur. Donc, si on parle de films de péplum, on va dire dans les dernières années, notamment par rapport à, on va dire, aux différentes récompenses qui ont été attribuées à ce film, je crois qu'il a plus de 5 Oscars aujourd'hui, c'est le film Gladiator de Ridley Scott. C'est 2000 ? On est en 2000, ouais. Je commence par le plus récent. Enfin, c'est vieux, oui, mais bon, je trouve qu'après, finalement, c'est un peu le dernier intéressant à regarder. Il n'y a pas eu énormément de choses très intéressantes par la suite. Et donc, en fait, l'idée, et ce qui a convaincu Ridley Scott de partir dans cette thématique-là, c'est ce tableau. Donc, vous allez voir que dans l'extrait que je vais vous présenter après, ça va être extrêmement parlant. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours.
Donc là, on est sur une peinture très académique, très détaillée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme, du coup, ce qui l'intéressait, vu qu'il a aussi une formation d'historien et d'archéologue en complément de son activité de peintre, c'est aller vraiment dans le détail possible. Alors ça va passer par le détail sur l'armure, le détail du coup de l'arène. Voilà, là on voit que une partie du public est en plein soleil, d'autres sont couverts du coup par les toiles qui étaient tendues aux extrémités de l'arène pour les protéger justement du soleil. Et ce qui est assez intéressant et ce qui en fait que du coup ça devient un élément d'influence assez fort et d'inspiration assez fort chez les cinéastes, c'est qu'en termes de composition, en termes de détails, finalement tout y est. On a du réalisme qui est censé du coup apporter une véracité dans ce contexte historique. Et puis le côté très spectaculaire, hein. Donc là on le voit, avec le gladiateur au centre, voilà, les victimes au sol. Et puis donc du coup cette foule qui est très animée, donc on imagine voilà, oui, une sorte d'engouement et d'effervescence autour de ce spectacle. On est dans un spectacle, hein, mine de rien, oui. Si vous ne connaissez pas Jérôme, Jean-Léon Jérôme, que ouais. Voici. Vous voyez, il y a la date tout en haut, on me dit toujours qu'on n'arrive pas à le lire. 72. 1872, c'est exactement l'impressionnisme. Et pour faire court, Jean-Léon Gérôme est tellement célèbre, tellement riche, qu'il va passer sa vie à vendre énormément de tableaux qui vont beaucoup partir aux États-Unis. S'il y a quand même un passage vers Ridley Scott, c'est que cette peinture académique, c'est celle de la formation aux Beaux-Arts où il est enseignant. Le bon dessin, la bonne peinture, le rendu est léché, tout doit être presque illustratif. Et le seul bémol à la carrière de Jérôme qui va devenir vraiment... il n'est pas commode, hein, c'est-à-dire il est tellement sûr de son fait, tellement riche par ses ventes, ça met un peu de temps à faire, hein, ça, comme peinture. Il est élève de Paul Delaroche, donc c'est toute une tradition de peinture au 19e siècle, du très bon dessin, on va dire, qui est comme Ingres, quelque chose de très soigné, avec une matière poussée. Et le bémol à sa carrière, c'est qu'il va s'opposer fermement en tant que membre d'instances réputées à l'impressionnisme. Il dit c'est le déshonneur de la peinture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui fait qu'il va disparaître des musées beaucoup. Parce qu'évidemment, quand vous visualisez la peinture de Renoir qu'on a vue avant, ça a l'air plus léger, Renoir. Si on essaye de défendre Jérôme un instant, effectivement, Renoir, il ne sait pas très bien dessiner. Quand on voit ce qu'on a à côté derrière là, c'est quand même un peu spectaculaire. Spectaculaire de détails, c'est spectaculaire de virtuosité. Et finalement, ce serait dommage d'opposer l'un à l'autre. On voit vraiment qu'ils ne peuvent pas s'entendre. L'impressionniste cherche à attraper une impression. Ici, il se vante de précision historique et de dramaturgie, c'est-à-dire de grandiloquence. C'est ça qui donne un côté pompier aussi, puisque le mot pompier vient de cette peinture académique, c'est-à-dire les casques qui sont sur la tête étaient empruntés aux pompiers de Paris, et c'est comme ça que la peinture s'appelle pompier. Donc aujourd'hui, le mot, il veut dire un peu grandiloquent, un peu en carton-pâte, ce qui va bien avec le péplum. Exactement. Donc le dernier élément qu'on peut citer sur ce tableau-là, c'est donc du coup directement lié au nom du tableau, donc ces fameux pouces tournés, qui donc, notamment dans le film Gladiator, est beaucoup utilisé. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, pour celles et ceux qui l'ont vu, c'est notamment avec la scène de Joaquin Phoenix qu'on va voir juste après, Commode, qui va décider de la vie ou de la mort des gladiators. Donc on n'est pas sûr, alors là je dis peut-être une bêtise, je ne suis pas historien de formation, mais on n'est pas sûr de la signification réelle de ce pouce. On ne sait même pas si vraiment le public romain a réellement utilisé ce geste, du coup, qui donc pouce tourné en mode c'est bon, on sacrifie, on tue. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être dans la postérité suite à l'œuvre de Jérôme, et qui va être un élément d'influence et d'inspiration assez important dans le cinéma qui s'ensuit. Donc je vous repasse l'image une dernière fois, et vous allez voir que là, dans l'extrait de Gladiator que je vais vous passer, donc qui est un combat de gladiateurs, finalement, on voit que c'est les chefs-op et les décorateurs qui ont fait le gros du travail, parce que c'est une inspiration directe, visuelle. Je ne vais pas vous passer le combat en entier, mais voilà. Vous voyez au niveau des costumes déjà. Donc on a tout.
les lions, enfin les tigres là en l'occurrence. Voilà. Là, je pense qu'on y est. Et donc j'accélère un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, ce qui va être intéressant. Voilà. Donc il ramène une vraie tension dans l'histoire du film, hein, jusqu'à la confrontation finale entre le personnage de Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Voilà. Donc là pareil. Mise en contexte, mise en image, mise en mouvement. Oui, j'ai coupé avant la fin, vous inquiétez pas. Mais il ne le tue pas. Non, non, il s'oppose à la décision de Commode. Il lui tient tête. Donc finalement, j'aurais pu laisser. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça. C'est cette idée dans cet art pompier, finalement, cette porosité. Donc là, voilà, tout est... donc là, on est sur le tableau. La mort de César, on est en 1867. La scène est peinte. Donc le corps de César gisant... décentré gauche en premier plan du tableau, avec donc du coup les assassins qui fuient, qui nous tournent le dos, qui s'enfuient. Donc là vous allez voir que dans la construction et dans cette idée qu'en un seul plan fixe, sans mouvement, tout est résumé, inclus dedans, ben vous allez voir que du coup ça va inspirer directement les cinéastes. Donc là on est sur le film Julius César, on est en 1908. Et vous allez voir que c'est ce tableau mis en mouvement, littéralement. Bon, même si là, du coup, on est sur du noir et blanc. Hop. Avec exactement la même construction. Quelque chose près, puisque finalement, au niveau échelle de plan, on est un peu plus resserré. On a une sensation de grandeur qui est un peu moins importante. Certainement par contraintes techniques. Alors, j'avance un petit peu. Tac. On a dû faire un dress code Doge aujourd'hui. Voilà. Mais donc on est sur quelque chose qui est stricto sensus la même chose, avec quasiment la même composition de plan. Voilà. Hop. On peut aussi donc du coup parler de ce tableau, toujours de notre ami Jérôme. Dernière prière des martyrs chrétiens. 1883. C'est kitsch. C'est kitsch. Alors là, par contre, du coup, donc, période de la Rome antique, persécution des chrétiens, qui étaient, selon l'histoire, jetés dans la fosse et donnés aux lions affamés. Alors par contre, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est, je sais pas, est-ce que là, tu penses, certaines analyses disent ça, qu'il y a une certaine décomposition, une idée de mouvement, notamment sur cette partie-là, justement avec du coup certains chrétiens du coup qui étaient déjà brûlés sur les croix. Voilà, certains mènent cette idée de mouvement qui a été peut-être un petit peu pensée par Jérôme sur cette partie-là du tableau. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je dirais même que on voit, comme tu viens de le montrer, ça part de la droite vers la gauche pour tourner, ouais. Et alors que le mouvement du ciel en haut fait le mouvement inverse, c'est-à-dire ça va de la gauche vers la droite pour emmener notre regard. Et le lion qui sort, il y a encore un mouvement. Mais finalement, il y a tellement de mouvements qu'il n'y a pas trop d'unité. Dans la peinture, ça a l'air tout plaqué. Et puis ces magnifiques suppositoires de décor, c'est un peu too much. Mais en fait, il est obligé de créer un avant-plan, à nouveau pour border la peinture, pour qu'elle ait l'air que le lion et l'ensemble aient l'air de venir vers nous. Et il n'a pas grand-chose à dire dans la partie gauche, en fait. C'est là où ça semble des recettes un peu plaquées. Sur les deux précédents, c'est quand même très beau, très spectaculaire, mais là, ça a l'air moins... On sent l'effet. Donc, scène qui a inspiré notamment dans ce film. Hop. Donc, Covadis, voilà, de Merlin Leroy. Donc là, on est en 51. Chef-d'œuvre. Ouais. Voilà. Je vais, du coup... vous montrer un petit extrait de la scène. C'est un petit peu, donc le lion qui arrive, etc. Alors, assez dur cette scène, je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout. Pourtant on voit pas grand chose, mais donc on voit d'un point de vue contexte, décor, le Circus Maximus. Voilà. Donc, là, vous voyez, en termes de référence, d'éléments. Je suis désolé, j'accélère un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Mais c'est plus intéressant dans le film finalement. Le fait qu'il y ait toute cette dramaturgie autour, finalement, c'est... Voilà, hop, et les lions qui commencent à avoir faim. Hop, j'arrête là. Le Technicolor fait peinture. Oui, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et on pourrait citer pour terminer ce tableau, voilà, sur Mont Gogolta, Consumatum Est. Donc là, assez intéressant, je trouve aussi, parce que du coup, on est dans cette idée qu'on développait un peu avant, cette idée du hors-champ, puisque finalement, on rentre dans le tableau par ces ombres projetées au sol, un tableau en 3 parties, la foule qui s'éloigne, la ville en tout dernier plan qui est voilà, obscurcie par un ciel menaçant. Et apparemment, alors du coup, j'ai lu que ça avait assez décontenancé les spectateurs à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas compris pourquoi du coup la figure du Christ était uniquement représentée sous une ombre projetée, et que du coup c'était assez déroutant parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils étaient au-dessus de nous. Et ça, du coup, c'est quelque chose d'assez cinématographique dans la démarche. Oui, c'est assez audacieux. Assez audacieux. Et donc ça va beaucoup inspirer un film un peu guimauve, mais quand même très célèbre, Ben-Hur, où du coup, si vous vous souvenez, l'image du Christ, donc qui arrive comme un petit peu un destin croisé avec le personnage de Judas Ben-Hur, qui lui est dans sa quête vengeresse, qui est alimenté par la haine et par un désir de vengeance, et qui va du coup se croiser avec ce parcours un peu initiatique, entre guillemets, du Christ, jusqu'à cette scène de crucifixion qui va arriver à la fin du film. Et dans le film, justement, Ben-Hur, le Christ est montré que en silhouette, que en ombre, on ne le voit jamais frontalement, on le voit tout le temps de loin, et ce qui ramène donc du coup un peu de mythologie autour de la figure, finalement. Voilà, ça je peux le montrer. Hop. Donc on voit là aussi l'inspiration assez directe finalement, en termes d'image et de symbolique derrière. En fait, la peinture est déjà tellement cinématographique. C'est ça, exactement. Il y a juste à mettre ça en scène et en mouvement. Hein. Voilà, pareil, j'avance un petit peu. Et on le voit, hein, assez clairement. On se croit un dimanche à Noël. En train de regarder un film à 14h. This is where your search has brought you, Balthazar. Pareil avec le jeu d'ombre, le jeu de lumière, enfin on est sur quelque chose d'assez, même dans l'atmosphère et dans les couleurs, c'est assez proche finalement. Même si on a beaucoup plus de contexte forcément par rapport à l'intrigue du film. Il y a peut-être un élément qui est différent, c'est un élément différent que tu connais, c'est le scope, c'est-à-dire, vous voyez, le format est un triple carré en longueur, ouais, qui n'est pas très pictural. Qui n'est pas très pictural. Il faut mettre plein de trucs dedans. Exactement. Et le monsieur, il est au milieu, il pourrait y avoir une image carrée, ça marcherait bien, mais il faut le décentrer. Il faut habiller, il faut nourrir dedans, ouais. Exactement. Voilà. Hop. On a prévu un extrait de 27 minutes pour que vous pleuriez. Alors, on a dit qu'on était un peu pressé, c'est parce qu'on a plein de choses à vous montrer après. Ouais, on passe un petit peu vite. J'ai terminé sur la partie Peplum, et voilà. Sinon ça n'aurait pu faire. Exactement. Donc il est 11h passé de quelques minutes. Vous avez vu comme on est fort ? Ouais.